Bonjour, bienvenue à cette deuxième séance de la saison 2023-2024 de l'Andy numérique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Carlin, donc coordinatrice du Data Lab de la Bibliothèque nationale de France, du BNF Data Lab, qui aujourd'hui nous parlera du BNF Data Lab, donc un laboratoire des humanités numériques à la BNF. Et Marie, merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Je vous rappelle qu'il y aura environ 1 heure de présentation de la part de Marie Carlin. Et ensuite, il y aura du temps pour répondre aux questions du public. Donc, pour ceux qui suivent les webinaires en direct, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R de Zoom. Donc, Marie, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Marie Carlin, je suis conservatrice à la BNF et je coordonne donc cet objet BNF Data Lab, qui est un objet assez récent à la bibliothèque puisque on fête tout juste nos 2 ans. On a ouvert en octobre 2021. Donc, c'est un objet un peu hybride puisque ce sont à la fois une coordination de services au sein de la BNF pour accompagner les chercheurs qui travaillent sur les collections numériques de la BNF. On verra un peu plus en détail ce que sont exactement les collections numériques à la BNF. C'est aussi un espace puisqu'on propose des salles de travail de groupe, des bureaux, des places individuelles. On a une salle de formation et on a aussi un espace de présentation pour organiser des manifestations scientifiques. J'y reviendrai aussi. C'est quelque chose, un des éléments qui est très important aussi, une des composantes du BNF Data Lab qui est assez importante, cette organisation de manifestations scientifiques. Et puis, en filigrane de tout ça, hein, le BNF Data Lab, c'est un peu alors c'est indiqué dans le titre, mais c'est le laboratoire et le lieu un peu d'expérimentation et de co-construction entre bibliothécaires et chercheurs des outils un peu de la bibliothèque de demain. Il y a quand même des gros enjeux en ce moment bibliothéconomiques hein, autour de l'accès aux collections, de leur valorisation, de la fouille. Donc le BNF Data Lab est un peu voilà, le laboratoire de ces outils émergents et de ces nouvelles technologies. Donc voilà, on va voir un peu tout ça au fil de la présentation. Alors quand on m'a proposé de venir faire cette présentation, j'étais ravie parce que c'est toujours un plaisir de venir présenter le Data Lab. Et j'étais d'autant plus ravie qu'on m'a proposé 1 heure, donc ce qui est bien, bien plus long en fait que ce qu'on me propose d'habitude. Donc je me suis autorisée en fait à faire une petite digression là sur un peu sur ce qu'est aussi la BNF, parce que je pense que c'est important en vérité quand on aborde une institution patrimoniale comme la BNF de savoir un peu où on met les pieds et quel type de collection on va y rencontrer. Parce que c'est aussi un des objectifs du BNF Data Lab, en fait, hein, d'aider les chercheurs à naviguer au sein de ces collections extrêmement massives. Donc bon, rapidement, parce que je pense que c'est des choses aussi que la plupart d'entre vous connaissent, hein, mais la BNF est une institution pluricentenaire. Je ne vais pas revenir sur l'historique de la BNF, mais on a quand même une relative continuité dans la constitution des fonds. C'est une institution qui n'a pas connu d'énormes catastrophes ou de trous dans ses collections. Alors, on l'a fait souvent partir voilà, elle a d'abord été bibliothèque royale, puis bibliothèque impériale, puis bibliothèque nationale. Aujourd'hui, elle est Bibliothèque nationale de France. Donc, avec une relative continuité, avec évidemment des événements un peu marquants, hein, mais d'un seul coup d'afflux massif de collections. C'est surtout ça aussi qui la marque, c'est que
On a eu voilà, les grandes collectes hein, sous Colbert au XVIIe. Il y a eu toutes les confiscations révolutionnaires qui d'un seul coup ont fait doubler les collections. Et aujourd'hui, on est dans la révolution numérique qui là ne font plus doubler, mais tripler, quintupler le nombre d'unités documentaires. Hein. Donc on est face à des masses en expansion constante. Donc qu'il faut traiter, qu'il faut donner, à voir et valoriser. Euh, la BNF, c'est donc un peu tout ça et sa principale source d'approvisionnement documentaire, mais là pareil, hein, j'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais c'est le dépôt légal euh, qui a connu plusieurs formes d'évolution, hein, évidemment, le dépôt légal de l'imprimé par l'ordonnance de Montpellier, bon, qui est très très différente de la façon dont on l'applique aujourd'hui, mais on peut la faire remonter à là, mais qui s'est adapté ensuite aux différents supports, où aujourd'hui on a le dernier en date qui est le dépôt légal des archives de l'Internet, hein, qui date de 2006. Donc des collections qui s'enrichissent comme ça au fur et à mesure des siècles sur une base légale qui sont extrêmement diverses, hein, puisque effectivement on parle de l'imprimé, mais ce sont aussi les modèles et médailles, les estampes, les photographies, les cartes et plans, ce qu'on appelle le numérique sur support, hein, tout ce qui est DVD, CD, jeux vidéo, avec tout ce que ça comporte aussi de difficultés de traitement, puisque maintenant on est on n'est plus vraiment sur du support. Hein. Maintenant, quand on veut archiver de la musique, bah, on n'a plus vraiment de support matériel. Donc, c'est la même chose pour les jeux vidéo. Et encore moins pour du coup les archives de l'Internet qui sont aujourd'hui voilà, l'un des grands enjeux aussi de l'établissement. Donc voilà, ce qui fait que à la BNF, on trouve des choses extrêmement variées, tant d'un point de vue du support que aussi des aires géographiques et d'une chronologie, parce qu'effectivement, je disais qu'elle était pluricentenaire, mais on trouve évidemment des documents qui sont bien plus anciens que le Moyen Âge ou l'époque moderne. Hein, on cite souvent le papyrus Pris hein, pour donner des frontières chronologiques comme ça aux collections qui sont hébergées à la BNF. Le papyrus Pris, c'est la première œuvre littéraire découverte jusqu'à présent. Peut-être que voilà, on fera d'autres découvertes plus tard, mais en tout cas, la première qui est conservée à la BNF, donc c'est moins 1900, le papyrus Pris, jusqu'à aujourd'hui. Et puis sur des aires géographiques extrêmement variées, parce que je parlais du dépôt légal, mais il est bien évident que ce n'est pas la seule source d'approvisionnement. Il y a comment dire, les acquisitions courantes, hein, comme dans n'importe quelle bibliothèque, mais il y a aussi bah, toute l'histoire de l'institution avec tous les dons, les legs, les pillages, les échanges diplomatiques. Enfin voilà, donc ce qui fait qu'on a si on prend ne serait-ce que le département des manuscrits, une centaine de langues représentées. Donc des langues disparues, des langues pour lesquelles on a très très peu d'experts aussi, hein, qui sont capables de les lire. Donc une richesse là aussi, tant chronologique que d'aire géographique, qui fait que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Voilà, donc ça c'était pour brosser un peu un panorama général de l'institution, même si bon, ça demanderait d'être un peu creusé, mais alors aussi pour appuyer ce que je viens de vous dire hein, en termes de masse documentaire, hein, on est sur des chiffres tout à fait impressionnants. Bon, je ne vais pas forcément les commenter. Je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes, mais qui montrent bien qu'en fait, il y a un enjeu, évidemment, d'accompagnement aussi hein, de la part des bibliothécaires vers les chercheurs qui veulent les manipuler. Euh, et pour rentrer là sur un peu dans le cœur de ce que j'aimerais vous présenter, hein, voilà, le BNF Data Lab donc, qui accompagne les chercheurs autour des collections numériques, de quoi on parle quand on parle de collections numériques à la BNF? Euh, les plus connues d'entre elles sont évidemment tout ce que vous allez trouver sur Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la BNF, qui a une histoire ancienne, on y reviendra, et qui aujourd'hui héberge 10 millions de documents. Donc ça, c'est vraiment un peu on va dire, la
la tête de proue, hein, enfin, des collections numériques de la BNF, mais il y en a bien d'autres. Il y avait, bon, je parlais évidemment de tout ce qui était numérique sur support, hein. On a des collections audiovisuelles particulièrement riches. Il y a tout ce qui est métadonnées, c'est-à-dire tout ce qui est produit par les bibliothécaires, hein, c'est-à-dire bah voilà, les données bibliographiques en fait, qui sont devenues des sources, des sources extrêmement riches. J'y reviendrai un peu plus tard, parce qu'il y a vraiment des sujets de recherche à creuser autour des métadonnées du catalogue. Il y a évidemment tout ce qui est base de données. Nous, ce qu'on appelle les données techniques, c'est-à-dire tout ce qui est log de connexion, par exemple. C'est quelque chose qui intéresse énormément les informaticiens, de connaître un peu des parcours usagers comme ça sur un site. Nous, évidemment, ça nous intéresse beaucoup pour Gallica, par exemple, puisque bien évidemment, en numérisant et en donnant à voir les collections comme ça à distance, on valorise et on touche le plus grand nombre, mais on a beaucoup moins de retours sur l'usage qui sont faits des collections, la facilité de navigation. Et donc, en fait, on a aussi à disposition ces données techniques qu'on donne à voir aux chercheurs, alors plutôt en informatique, effectivement, pour voir un peu des parcours usagers. Et les archives de l'Internet, qui sont quand même voilà, le gros, en termes de masse en tout cas, voilà le gros des collections actuelles qui arrivent à la BNF et qui se distinguent évidemment de par leur masse, mais évidemment aussi par les compétences techniques qu'elles requièrent en fait, hein, pour les manipuler. On y reviendra aussi un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais ce sont des collections qui ne se laissent pas avoir si facilement, puisque bien évidemment, elles sont sous droit. Là, on est sous le régime du droit d'auteur, donc en fait, elles ne sont consultables que dans les espaces recherche de la BNF. Euh, Elles ne sont évidemment pas, on ne peut pas les sortir de la BNF, donc si on veut les travailler, il faut les travailler sur place. Et elle demande en fait un outillage au niveau de la constitution des corpus qui demande aussi des maîtrises techniques et notamment un accompagnement par bah, les experts collection en fait et mes collègues qui rendent vivantes en fait ces archives. Alors, je vous propose maintenant qu'on fasse peut-être quelques focus sur justement ces grands ensembles documentaires de collections numériques. Alors, donc je vous parlais de Gallica, Gallica qui est voilà un peu la collection historique aussi, hein, quand on parle de collection numérique à la BNF. Gallica, c'est assez ancien. Finalement, c'est même l'une des pionnières, hein, on va dire, en termes de bibliothèque numérique, pardon, puisque Gallica, c'est 1997. C'était au départ plutôt une politique documentaire axée sur des sélections, voilà, par les chargés de collection, de sélection documentaire pour donner à voir, voilà, soit les ouvrages les plus précieux ou ce qu'on considérait être comme les classiques, hein, pour reprendre voilà, les termes du canon. Euh, donc c'est pour ça qu'en fait, hein, j'ai intitulé mon sous-titre de la bibliothèque du gentilhomme à l'encyclopédisme, parce que c'était véritablement l'état d'esprit, en tout cas vraiment aux prémices de Gallica, et qui finalement s'est quand même assez vite transformé en une volonté d'encyclopédisme. Alors c'était surtout en réaction à la politique de Google, hein, ça commence à être déjà un petit peu ancien, mais c'est en 2005, hein, Google Books qui a lancé donc, cette grande initiative de numérisation de bibliothèques entières et sur lesquelles la France, enfin en tout cas la BNF s'est positionnée de façon un peu originale, où enfin, c'est le président de l'époque, hein, Jean-Noël Jeanneney, qui lui s'est affirmé en contre et qui a au contraire impulsé les débuts de la numérisation de masse
à la BNF. Donc assez rapidement, on est passé de la bibliothèque donc du gentilhomme avec une sélection documentaire comme ça assez précise et avec un objectif scientifique à numérisation par cote plutôt, des trains de numérisation assez importants. A assez vite aussi été ouvert des partenariats, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on présente souvent, et c'est un tort, la Bibliothèque nationale comme pardon, Gallica comme étant la bibliothèque numérique de la BNF. Or, il n'en est rien, c'est 270 partenaires. Donc, vous allez trouver et notamment le fonds de l'INHA Jacques Doucet, hein, qui est intégré à Gallica, mais aussi des associations beaucoup plus confidentielles, hein. Ce matin, je cherchais justement un peu un exemple et je suis tombée sur l'association française des entraîneurs de basket. Donc il y a le fonds de cette association qui est versé dans Gallica. Alors c'est pas un fonds qui est énorme, mais au moins ça permet de le valoriser. Et donc Gallica, ce n'est pas que la BNF, loin s'en faut, et donc c'est ce qui fait aussi sa richesse. Euh, Évidemment, dans les premiers temps, comme c'est quand même assez ancien, hein, 97, voilà, les technologies n'étaient pas forcément, enfin, n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et c'est normal. On a beaucoup numérisé en mode image, ce qui fait que parfois, sur Gallica, vous allez, même sur des textes imprimés, tomber sur des JPEG, parce que, il n'y aura pas eu encore une couche OCR qui aura été appliquée au texte. Donc voilà, il y a parfois des écarts en fait de qualité de document, enfin de qualité, ça dépend ce qu'on veut faire du document, mais vous allez avoir voilà, du JPEG et puis en regard un OCR à 97% où vous pourrez faire de la fouille de façon quasi parfaite. Euh, alors, c'est la bibliothèque numérique, mais c'est aussi toute une série d'outils, en fait, hein, qui permettent d'extraire et de fouiller dans les collections, donc dans ces 10 millions de documents. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça ne représente que 10% des collections de la BNF. Donc c'est souvent un peu trompeur parce qu'on pense qu'effectivement l'ensemble des fonds a été numérisé. Ce n'est pas du tout le cas, c'est même loin s'en faut. Et en tout cas, quand on travaille un projet de recherche et que on veut se baser sur des collections numériques, nous, le conseil qu'on donne, hein, c'est toujours de passer par le catalogue général, où là, vous avez l'ensemble des documents et ne pas se baser que sur Gallica, qui, eh ben, voilà, n'est qu'un échantillon finalement en fait des collections. Alors, quand on regarde un peu plus précisément ce qu'on trouve dans Gallica, vous voyez que on a quand même 60% pardon, de presse. C'est vrai que c'est les collections qui ont été numérisées un peu en premier. Bon, tout ça s'explique parce que effectivement, la presse représente une masse assez importante, hein, des collections de la BNF. C'est aussi une question de préservation, puisque bien évidemment, la presse est extrêmement fragile. Donc, il y a eu aussi des numérisations de sauvegarde. Et ensuite viennent les images. Voilà, alors ce qu'on appelle images à la BNF, c'est plutôt les estampes et les photographies. Euh, Petit rappel comme ça, mais on y reviendra aussi, c'est que Gallica est une bibliothèque numérique, elle n'est pas une banque d'images. On n'a pas encore, si vous voulez, une reconnaissance automatique des images au sein des documents. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment ce distinguo. Quand on cherche une image dans Gallica, en vérité, on cherche dans un fond. On ne cherche pas l'ensemble des images existantes dans Gallica. Et puis après, ça se répartit effectivement, bah voilà, tout ce qui est monographie, hein, qui ne représente finalement que 15% de l'ensemble de Gallica. Et là-dessus, hein, vous avez le taux d'OCR. Donc l'OCR, pour rappel, hein, c'est ce qui permet en fait une recherche plein texte au sein des documents, où finalement il n'y a que 75% des textes qui sont OCRisés à la BNF. Donc, quand on fait des recherches plein texte comme ça depuis l'interface de Gallica, ça ne veut pas dire qu'on va ramener tous les résultats. Donc, plusieurs biais dans Gallica qui ne représentent donc que 10% des collections et qui, en plus, n'a pas OCRisé l'ensemble de ces collections et qui n'a pas une uniformité, en plus, dans la qualité des OCR.
Donc toujours à manipuler avec précaution. Alors, je vous le disais, hein, Gallica, c'est aussi des outils que vous pouvez vous approprier. Il y a dans les modes de recherche, il y a le rapport de recherche qui permet en fait de visualiser les occurrences d'un terme, par exemple, que vous cherchez. Si vous ne cherchez pas des documents en texte intégral, enfin en tout cas l'intégralité des documents, pardon, mais que des occurrences pour justement, je ne sais pas moi, tirer des statistiques ou faire de la fouille de texte. Il y a un certain nombre d'API aussi. Les API, la BNF a mis en place, alors concernant Gallica, deux types d'API. L'API 3IF, que vous connaissez sans doute, qui est évidemment pour extraire des images, et l'API document, qui est là pour extraire du texte intégral, que vous pouvez récupérer soit sous le format Alto, qui est en fait un format bibliographique euh, assez lourd parce que justement, il reprend l'ensemble des champs un peu de l'intermarque ou en TXT, voilà, un format texte beaucoup plus léger, mais où là, on a assez peu de balises. Mais en tout cas, ces API existent et on met à disposition aussi ce qu'on appelle des jeux de données. Donc, par exemple, on a l'ensemble des monographies ossérisées de Gallica qui sont à disposition sur un site qui s'appelle API et jeux de données. La partie intéressante et qui concerne un peu plus le Data Lab, c'est-à-dire qu'il y a aussi Gallica est un peu un terrain de jeu pour les chercheurs qui ont développé tout un tas d'outils aussi en lien avec Gallica et qui sont des chercheurs avec qui on travaille, hein. Celui que j'ai mis en exemple là est un outil de lexicométrie qui s'appelle Gallicagram et qui va en fait à travers les API faire des recherches d'occurrence. Et vous avez là en fait les graphies. Alors vous voyez sans doute pas grand-chose sur mon écran, mais en gros, ce sont deux courbes de croisement des termes liberté et république sur la période pré-révolutionnaire et post-révolutionnaire où on voit justement, enfin voilà, représenter graphiquement les croisements, les écarts entre justement l'occurrence de ces termes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous cliquez en fait sur la courbe, elle vous renvoie sur les textes depuis Gallica. Donc ça, c'est typiquement euh, le genre d'outils sur lesquels on travaille au Data Lab avec les chercheurs pour comprendre quels sont les usages, quels sont les besoins et comment on peut les traduire en outils, en outils opérationnels voilà, d'aide à la recherche sur nos propres collections. Alors, un autre focus sur les métadonnées du catalogue, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi un autre gros gisement comme ça de données à la BNF. Donc là, quelques chiffres aussi, hein, mais qui ne sont pas inintéressants parce qu'effectivement, 15,6 millions de notices bibliographiques, ça permet déjà d'avoir un peu une vue sur la vie éditoriale en France sur un certain nombre de siècles. Les notices bibliographiques chez nous, elles sont décrites en intermarque, qui est donc un format bibliographique. Alors bon, le reste du monde emploie l'unimarque, nous on est sur de l'intermarque, mais bon, les différences sont, sont quand même notables, mais en tout cas, enfin, ne sont pas rédhibitoires. Quand on maîtrise l'un, bon, on se dépatouille avec l'autre. Ce qui est intéressant dans ces formats, c'est que l'Intermarque a plus de 990 champs, je crois. À titre comparatif, par exemple, quand on décrit un document sur Gallica, qui est donc la bibliothèque numérique, on utilise un format de description de bibliothèque numérique, mais qui est le Dublin Core, et qui lui ne comprend que 15 champs. Donc c'est déjà bien pour décrire un objet, mais quand on a 999 champs de description, ça permet d'aller un peu plus loin euh, dans la, dans, dans l'analyse en fait hein, de ces données. Je donnerai un exemple juste après. Donc on a ces données, ces métadonnées
on est sur des métadonnées, sont à disposition, hein. Vous pouvez les extraire depuis le catalogue général. Il y a un outil qui s'appelle data.bnf.fr qui est vraiment, on y reviendra. J'ai une slide dédiée à data parce que c'est un outil assez formidable de fouille dans ces métadonnées. Mais là, pareil, on est aussi sur une histoire un peu longue, c'est-à-dire que ce que vous trouvez dans les métadonnées du catalogue, dans le catalogue général, ce sont les imprimés. Tout ce qui est manuscrit euh, ou collections spécialisées sont dans un autre catalogue qui s'appelle BAM, voilà, qui lui est décrit en EAD. Donc là, c'est un format XML, donc on manipule pas tout à fait les mêmes objets. Et donc, quand vous cherchez des choses sur le catalogue général de la BNF, vous cherchez dans les imprimés. Si vous cherchez des manuscrits, il faudra passer sur l'autre catalogue qui est décrit de façon différente. Alors, je parlais des outils du catalogue général. Je ne vais pas forcément m'appesantir sur BAM. Le catalogue général est aussi, en fait, a aussi été pensé comme un outil et comme un outil d'extraction. Euh, on a possibilité, depuis le catalogue général, ma slide est mal choisie parce qu'en vérité, c'est depuis la recherche avancée, enfin, depuis les résultats qu'on peut faire ça. Vous pouvez extraire, à partir d'une recherche, un CSV, en fait, avec l'ensemble des métadonnées qui sont décrites. Vous avez la fameuse API SRU, qui est une autre API de la BNF qui vous permet d'extraire avec des champs un peu différents que ceux que vous allez trouver en recherche avancée. Vous pouvez passer par l'API. Et vous avez ce fameux data.bnf.fr qui est en fait une interface d'interrogation des métadonnées euh, et d'extraction. Euh, alors, moi, il y avait un exemple que je trouvais assez parlant qui nous a été apporté par un chercheur en sociologie, donc qui était docteur. Il préparait, enfin, il était il était en préparation de sa thèse. Donc, il travaillait à une prosopographie des sociologues français du XXe. Et il souhaitait, à partir du catalogue général, extraire l'ensemble des œuvres en fait, qu'il avait repérées et les rôles en fait, des, des personnes identifiées en tant qu'auteurs. C'est-à-dire que dans le champ intermarque, un format intermarque, pardon, le champ auteur, enfin le rôle d'un auteur, on a une trentaine de rôles. C'est-à-dire qu'en fait, que pour chaque ouvrage, on va pouvoir savoir si une personne identifiée en tant qu'auteur est illustrateur, traducteur, éditeur, préfacier, si, donc ça lui permettait, lui, à partir des ouvrages identifiés et du rôle de chacun, de voir qui travaillait avec qui travaillait sous la direction de qui, et en fait d'avoir comme ça un tableau un peu général du microcosme sociologique français du 20e, enfin à partir des métadonnées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement extraire à partir de ce fameux portail data.bnf.fr et qui demande quand même une certaine maîtrise technique, puisque pour arriver à cette recherche-là, en fait, on part d'une requête en SPARQL, donc qui est un langage de requête qui n'est pas forcément maîtrisé par tout le monde, mais on a, nous, les experts en interne, voilà, qui peuvent formuler des requêtes. Et donc, ça fait aussi partie des services du BNF Data Lab que de vous aider à construire des requêtes pour extraire justement des informations des métadonnées. Et puis, eh ben, voilà, un autre très gros ensemble de données qu'on héberge à la BNF, eh ben, ce sont les archives de l'Internet. Donc là, on est sur des proportions qui sont tout à fait sans comparaison, en vérité. Donc là, les chiffres que je vous donne sont les chiffres 2022. Donc 48 milliards d'URL et 1,8 pétaoctets de données. C'est-à-dire que bien évidemment,
on ne peut pas, il peut pas y avoir d'indexation manuelle ni de catalogage en fait de ces collections. Il y a deux modes de collecte sur les archives de l'Internet. Il y a la collecte dite large, c'est-à-dire que là, c'est un robot qui va brasser et parser le web français et qui ramène comme ça les archives. Il y a les collectes ciblées qui sont là euh, le résultat en fait d'un travail intellectuel hein, fait par les bibliothécaires, des chargés de collection qui veillent et qui font une collecte ciblée et où là on a une forme d'indexation. Mais voyez, finalement, un matériau qui, pour l'instant, reste assez brut, pour lequel il y a encore beaucoup d'outils à développer et qui est vraiment, comment dire, euh, la mémoire de demain. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de... Nous, ça fait partie des grands chantiers hein, de la BNF de développer des outils d'indexation semi-automatique ou d'extraction, de pouvoir rentrer un peu plus dans ces archives qui, une fois de plus, voilà, sont accessibles exclusivement dans les emprises de la BNF, parce que ce sont des collections sous droit, et donc pour lesquelles on accueille aussi des projets de recherche voilà, pour essayer de co-construire des outils qui permettraient d'aller un peu plus loin au sein de ces collections. Alors, me direz-vous, le Data Lab là-dedans? Alors, le Data Lab, eh ben, c'est un peu, voilà, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que là, on l'a vu, voilà, des collections massives, des collections diverses avec des formats multiples, des compétences techniques parfois nécessaires pour aller creuser dans ces collections, pour les comprendre, mais pas que. Il faut aussi des connaissances scientifiques des fonds, surtout quand on travaille sur de la masse. Hein, en fait, finalement, c'est aussi là qu'on a le plus besoin de connaître un peu intimement les fonds. Donc, le BNF Data Lab, c'est voilà, des services d'accompagnement pour aller exploiter ces collections. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, en vérité, on a quatre grandes familles de services mis à disposition. Il y a tout ce qu'on appelle accueil et orientation, et qui là est plutôt vraiment au cœur du métier des bibliothèques, hein, c'est-à-dire bah voilà, de recevoir les chercheurs, de faire une analyse du besoin, de voir quel service serait le plus à même de répondre, de réorienter parfois aussi, bah oui, voilà, aussi vers des institutions sœurs, enfin en tout cas de dessiner un programme d'accueil et de s'assurer que, bah, effectivement, et la BNF et le Data Lab peut répondre à l'accompagnement. Ça, c'est quelque chose qui prend un certain temps et qui est vraiment nécessaire pour ensuite, effectivement, dessiner bah, voilà, des parcours. Alors, autour de la construction des corpus, donc là, on est plutôt sur la formation aux outils. Voilà, la maîtrise du catalogue général, la maîtrise de Gallica, la maîtrise de data. Comment on constitue ces corpus à partir des outils d'extraction aussi, hein, la maîtrise des API, des exports CSV, du requêtage Sparkle. Alors, soit on le fait nous-mêmes, c'est-à-dire effectivement, dans le cas des requêtes Sparkle, on est souvent amené à le faire nous-mêmes parce que c'est un langage de requête qui n'est pas forcément très bien maîtrisé et puis qui est très complexe parce il demande une connaissance du schéma de données assez intime, ce qui est pas, voilà, ce qui est là pour le coup est vraiment notre métier à nous. Comment on extrait des archives du web, ça c'est pareil, c'est plutôt côté interne BNF que ça se passe parce que les collections ne sont pas libres de droit, donc en vérité, les chercheurs ne peuvent pas venir vraiment extraire eux-mêmes. Et les collectes web à la demande, on est un peu sur le même principe. Donc là, on est vraiment autour de services qui sont autour de la construction des corpus. Et ensuite, on a toute une série de services autour du travail sur les corpus. Donc là, c'est effectivement des formations à des outils,
l'accès à une infrastructure dédiée. Ça, c'est un point important aussi au Data Lab et qui fait qu'on a aussi, comment dire, que d'avoir un lieu identifié en tant que laboratoire était important aussi pour des questions légales parce que je l'ai dit et redit, on a des collections sous droit et pour faire de la fouille sur les collections sous droit, il fallait quand même une infrastructure qui permette ça. Donc on a cette infrastructure qui nous autorise légalement en vérité à copier un corpus sous droit sur une machine virtuelle, de la configurer avec le chercheur qui vient ensuite appliquer les traitements qu'il a besoin d'appliquer au corpus pour répondre à sa problématique de recherche. Donc ça, c'est aussi un des services qu'on propose, hein. Et puis, l'accès à une boîte à outils, ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Je ne peux pas vraiment vous la présenter pour l'instant, parce qu'en vérité, elle est un peu en construction, mais c'est comment, à travers les projets de recherche qu'on accueille et les outils qu'on développe en co-construction, permettre une réutilisation. Donc, en vérité, pour l'instant, c'est beaucoup du savoir-faire en interne, de services qu'on remet en fait à disposition d'autres projets. Donc ça, c'est vraiment la troisième voilà, grande famille de services. Et puis une qui est un petit peu à part, mais qui finalement englobe un peu le tout. C'est-à-dire que l'idée d'un laboratoire à la BNF, c'est quand même d'avoir une forme d'émulation. C'est-à-dire que nous, notre intérêt à nous, c'est quand même aussi que les chercheurs se parlent entre eux, que les experts collection ou les experts BNF, parce qu'il y a aussi des experts techniques, hein, puissent rencontrer les chercheurs, se rendre compte des besoins, que les chercheurs se rendent compte des contraintes et des possibilités, et que tout ça, en fait, forme le laboratoire voilà, de la BNF. Donc, on insiste beaucoup sur l'organisation en fait, de manifestations scientifiques, alors qui peuvent prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être effectivement des démonstrations d'outils. Donc là, on est plus presque sur le mode de la formation ou de l'information. Ça peut être des ateliers pratiques où là, on est plutôt sur de la formation, c'est-à-dire de la manipulation d'outils qui ne sont pas forcément des outils BNF, hein. Ça peut être, on a eu un atelier sur Gallicagram, on a eu des ateliers autour de l'HTR, on a eu des ateliers enfin, voilà, autour d'outils qui permettent la manipulation des collections. Ça peut être des présentations de travaux de recherche et puis tout ce qui est, comment dire, bon, ce qu'on appelle les datatons, les data sprints, les hackathons, qui sont plus là des manifestations de production de données, voilà, où on essaye à partir soit d'une collection particulière ou d'une problématique d'en sortir des outils. Donc ça, c'est des choses qu'on organise régulièrement et qui permettent petit à petit, effectivement, de fédérer une communauté autour du Data Lab. Alors, si vous avez suivi effectivement ce que je viens de vous raconter, cette diapo ne sert pas vraiment à grand-chose, mais elle me tient à cœur parce qu'en vérité, dans les projets en humanité numérique, il y a souvent ces composantes-là. C'est-à-dire qu'il y a encore une dizaine d'années, ça avait du mal à se stabiliser entre effectivement l'ingénieur qu'on appelait plutôt en fin de projet, mais qui du coup, bah voilà, essayait de faire un peu quelque chose, mais comme il n'avait pas été intégré au début, bah, c'était parfois un peu délicat. Le chercheur qui évidemment porte la problématique scientifique, mais qui, bah voilà, n'est pas forcément en tout cas toujours, n'était pas toujours très au fait en fait des contraintes techniques. Tout ça, c'est quand même harmonisé, enfin, c'est quand même mieux organisé. Et c'est vrai que dans les projets en humanité numérique, il y a toujours cette composante, voilà, ingénieur-chercheur. Et nous, avec le BNF Data Lab, on avait envie de remettre un peu le bibliothécaire. Alors, pas forcément au centre. Je pense que ça, c'est un vélo qui est un peu chaise musicale parce que selon les étapes du projet, bah, ça peut être le bibliothécaire qui va justement donner un état des fonds, montrer à voir ce qui est possible, disponible ou alors pas possible, et ce qui va peut-être aussi changer, ben, pas forcément la problématique scientifique, mais en tout cas la méthodologie du chercheur et donc de l'ingénieur. Donc en fait, c'est véritablement ça qu'on essaye de mettre en place
au Data Lab. C'est un peu bah voilà, hein, ce vélo à trois selles pour aller vers un objectif commun et de proposer aussi un service global. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que effectivement, donc la BNF, on est une institution publique dépendante du ministère de la Culture. On a un certain nombre de missions. C'est une bibliothèque patrimoniale. Ça, c'est important de le garder en tête. On est une bibliothèque patrimoniale, productrice de recherche qui accueille des chercheurs, donc toujours un peu aussi, mais tenue quand même par des missions qui nous sont données par des tutelles et qui ne sont pas forcément toujours pas compatibles, mais en tout cas qui ne peuvent pas toujours répondre en fait aux besoins des chercheurs. Je m'explique, par exemple, au BNF Data Lab, on va être dans l'accompagnement, on va être dans des services qui vont donner accès aux collections, mais on ne va pas être sur le volet valorisation. On ne va pas être là pour développer la base de données du chercheur ou héberger le site Internet qui aura été produit comme livrable du projet. Ça, c'est vraiment une partie qui relève de l'ESR, hein, enfin qui relève d'un autre ministère tout simplement. Et pour avoir un accompagnement global, il nous a paru quand même essentiel de justement de se rapprocher de grands partenaires institutionnels de l'ESR. Donc c'est le BNF Data Lab, en vérité, c'est une émanation de la BNF. Enfin, c'est hébergé à la BNF avec voilà, des ressources BNF, mais c'est aussi un partenariat avec Humanum. euh, grâce auquel on a un appel à projet tous les ans, qui aussi nous donne des ressources, hein. On a un ingénieur d'études qui est déployé à temps plein au BNF Data Lab pour accompagner les projets sur un volet plus technique, en tout cas sur des aspects qu'on trouve moins en fait dans les ressources internes, hein. On a des profils ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche, on en a peu chez nous, voire, enfin, on en a peu. Il y a un petit peu de ressources, mais pas tant que ça. Donc là, on a une ressource dédiée au BNF Data Lab grâce à Humanum. Donc tout ça permet aussi une forme bah voilà, de collaboration qui est intéressante, surtout qu'effectivement, nous, on a à la BNF, on a un certain nombre de chercheurs alors assez captifs, hein, dans les salles de lecture, mais on a surtout beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales. On ne touche pas forcément les chercheurs en informatique ou en bioéthique ou en médecine. Bon, Humanum, pas tant que ça non plus, mais en tout cas, il y a une communauté qui se base sur des consortiums et sur les MSH qui permet aussi comme ça d'élargir un peu notre réseau. Donc, c'est vraiment voilà, une combinaison qui fonctionne très bien et dont on est vraiment excessivement content côté BNF. Euh, ouais, c'était quand même très très important de préciser qu'effectivement le BNF Data Lab n'est pas qu'un produit BNF, mais bien voilà, une communauté globale qu'on essaye de construire aussi avec Humanum. Alors, là, ce que je vous propose, c'est en fait, de vous présenter quelques projets qu'on accueille au Data Lab. Alors, c'est ce que je n'ai pas précisé, c'est vrai qu'on a plusieurs modes d'accueil des projets au Data Lab. On a un accueil courant, c'est-à-dire qu'on a bah, une boîte mail générique avec un formulaire à remplir. Et là, on est deux à gérer cette boîte mail. On essaye de répondre dans des délais raisonnables. On essaye de ne pas laisser de questions sans réponse, mais on traite les demandes courantes. euh, qui peuvent avoir une réponse assez, ça peut être une requête Sparkle et puis voilà, et puis bah, on souhaite bonne chance au projet et on s'en arrête là. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus sur la durée, des demandes de coportage pour une ANR, des demandes ou même d'une série de services. Et là, dans ces cas-là, en général, on rencontre les chercheurs et puis
on essaye de voir un parcours et puis d'accompagner le projet de façon un peu plus durable. Et puis, il y a, je l'évoquais juste avant, l'appel à projet qu'on lance tous les ans. Donc là, on en a lancé un, c'est le troisième, donc, qui s'est terminé il y a 2 semaines. Donc là, bah voilà, il est trop tard pour envoyer votre candidature, mais surveillez pour l'année prochaine. Où là, il y a un accompagnement sur 1 an à 18 mois avec un financement qui est assuré par Humanum, qui est pas un énorme financement, hein, mais qui est à hauteur de 15 000 euros maximum. Et ça, bah voilà, c'est un autre mode d'accueil et d'accompagnement. Là, effectivement, c'est pas forcément des projets qui ont été que dans l'appel à projet, ceux que je vais vous présenter, mais certains oui. Alors, on a effectivement, moi, ce que j'appelle les projets gargantua, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qui est. Et alors là, en ce moment, c'est quelque chose qui nous arrive énormément. C'est des demandes de corpus extrêmement massifs pour entraîner des énormes LLM. En général, là, en ce moment, il y a plusieurs appels à projets. Il y a quand même une vraie volonté, voilà, ministérielle de pousser vers l'IA. Euh, donc, des demandes extrêmement massives qui n'ont pas de logique de corpus. L'important, c'est la masse pour pouvoir entraîner. Donc ça, c'est en réflexion parce qu'en fait, on se rend compte c'est compliqué en fait de fournir énormément de données comme ça. C'est pas qu'une question de capacité, c'est pas qu'une fonction de taille de tuyau en gros, mais ça demande tout un workflow interne et il faut qu'on arrive comme ça à être prêt parce que là j'ai cité 4 projets, mais en fait il y en a 3 autres que je pourrais rajouter. Il y a une demande de l'équipe optique aussi, qui était l'ancien Labex Opville, donc qui est une équipe recherche rattachée à Sorbonne Université, et où Glenn Rowe, qui est donc le responsable de cette équipe projet, donc a remporté une ERC qui s'appelle Moderne, où il travaille sur la presse d'Ancien Régime et où là, il fallait livrer. Alors certes, c'était pas les 10 millions de documents présents sur Gallica, mais c'était quand même voilà, 267 500 fascicules de presse. Euh, Ça a pris un certain temps. Nous, ça nous permet de voir quelles sont les failles hein, ou en tout cas les pistes d'amélioration en fait, de nos outils, parce qu'on a commencé par livrer des altos qui sont trop lourds en vérité. Donc, il a fallu faire une transformation de format en HTML. Finalement, l'HTML, on a rencontré aussi d'autres difficultés puisque, en fait, on se retrouvait avec les pages de titres de façon récurrente, donc il a fallu retravailler. Donc, en fait, c'est un très bon exemple aussi alors pas forcément de co-construction, parce que là, on n'a pas vraiment d'outils encore opérationnels qu'on va pouvoir intégrer à Gallica, par exemple, pour faire des extractions un peu à la carte comme ça, de façon aussi fine que ce qu'a demandé Optique, mais ça nous permet d'être au plus près des besoins de la recherche et de voir des pistes d'amélioration. Donc c'est extrêmement intéressant. Et pareil pour les très grands modèles de langue, hein, ça pose tout un tas de questions aussi sur comment on s'implique, nous, dans ces projets, ce qu'on peut en tirer en tant que bibliothèque, hein, voilà, d'améliorer un modèle de langue en français. Voilà, est-ce qu'on peut, nous, derrière, améliorer notre OCR, lancer des chantiers d'indexation semi-automatique de contenu massif, et comment on s'y engage avec ces équipes? Ah, il y a des projets qui sont plutôt des recherches par sujet. Là, j'en ai mis 2 qui, effectivement, étaient assez emblématiques. Donc, un premier qui travaillait que sur les collections de Gallica et qui travaillait à l'étude de l'émergence et de la viralité de la notion d'environnement. Alors, la notion d'environnement, au XVIe siècle, elle est évidemment
pas exprimé de la même façon que voilà, tous les articles sur l'angoisse climatique actuelle. Donc c'était assez intéressant d'aller voir comment cette notion avait évolué, comment on la repérait dans les textes, et pas que dans les textes, aussi dans d'autres corpus comme des cartes, comme des correspondances. Donc ça, c'était un projet qui est toujours un peu en d'actualité, et qu'on suit. Et puis un autre, alors qu'il y avait un peu la même, enfin en tout cas dans sa problématique, un peu la même méthodologie, c'est-à-dire que c'est une chercheuse, alors qui est psychiatre, hein, médecin, et qui travaille un projet qui est assez large, hein, qui dure 4 ans. Nous, on était sur l'aspect plutôt histoire culturelle, autour de la notion de douleur psychique. Donc, ce qui l'intéresse, elle, c'est de voir effectivement l'émergence, l'évolution de l'usage de cette notion de douleur psychique, qui est en vérité assez récente, qui date plutôt de la fin du 19e, parce qu'on était, voilà, ça a plutôt été, c'est une notion qui a plutôt été inventée par les aliénistes fin 19e. Mais en tout cas, ce qui l'intéressait, c'était de voir dans nos collections l'occurrence, alors de Gallica, à travers la presse et les imprimés, enfin, l'occurrence du mot, enfin du terme douleur, pour ensuite voilà, appliquer des méthodes de TAL, hein, de traitement automatique des langues, pour voir comment ce concept évoluait, etc. Donc nous, côté Datalab, on a cherché les occurrences dans Gallica. Euh, on a extrait en fait l'occurrence et le contexte, donc 600 caractères avant, 600 caractères après. C'était un script Python qui nous a permis en fait d'extraire donc ces occurrences et le contexte, et d'encapsuler tout ça dans des fichiers JSON, et on a livré à la chercheuse les fichiers JSON. Donc là, voilà, un peu plus de 300 000 fichiers JSON. Donc là, ça, c'est un projet qui est toujours en cours, hein. C'est un projet qu'on a accueilli sur l'année 2022-23. Donc, on aura les résultats en décembre. Alors après, il y a des projets qui sont plus exploratoires. Et ça, c'est vrai qu'ils concernent beaucoup les archives de l'Internet, parce que c'est ce que je vous disais, hein, on a finalement assez peu d'outils qui permettent une exploration de ces sources, en vérité, hein. Donc on a quand même, tous les ans, on accueille 2 à 3 projets autour des archives du web. Donc BuzzF, qui était un projet du premier appel à projet, qui étudiait les phénomènes de viralité sur le web. Ce qu'il y avait d'intéressant dans l'accueil de ces projets, c'est qu'en vérité, ce sont des sources qui sont quand même relativement mal connues des chercheurs, même si maintenant ça commence à être un peu plus maîtrisé. Enfin, mais en même temps, rien d'étonnant à ça, hein, puisqu'effectivement, ce sont voilà, des collections qui sont collectées par la BNF, qui sont accessibles que dans les espaces recherche, pour lesquels, effectivement, la valorisation est quand même, de par leur statut juridique, assez limité. Donc, c'est un peu normal aussi, hein, que ce soit un peu moins maîtrisé par les chercheurs. Et là, on se rend compte qu'effectivement, et c'est là que le Data Lab aussi intervient, c'est qu'en vérité, il y a toujours dans ces projets qui s'attaquent à ces archives un temps de connaissance et de maîtrise qui est assez long, et que souvent, les ambitions sont revues à la baisse, parce que, en fait, il y a cette acculturation à ce nouveau type de source qui est très important. Donc là, le projet qu'on accueille cette année, c'est AdaptMed, où là, c'est plus finalement, c'est plus une. Alors, c'est une chercheuse en TAL, hein, traitement automatique des langues, qui travaille à une chaîne de vulgarisation, en fait, des discours scientifiques, et qui, voilà, utilise les corpus du web pour entraîner cette chaîne de vulgarisation du discours scientifique. Elle travaille sur la collecte Covid, qui est une collecte qui a été indexée. Donc là, pareil, résultat en décembre.
Et alors, l'un des autres très gros voilà, cœurs de pistes de recherche en fait, avec lesquelles on travaille sur les chercheurs, c'est évidemment l'HTR. Ça, c'est un des gros enjeux de la bibliothèque actuellement parce que, bah voilà, en fait, la BNF a des fonds de manuscrits parmi les plus importants du monde, hein, pas forcément, enfin en tout cas pas de possibilité pour jusqu'à présent de réintégrer par exemple des vérités terrain produites par des chercheurs, ou des altos produites par l'HTR. Donc en fait on a des choses très à plat, en tout cas qu'on ne peut pas forcément valoriser. Et en même temps, un nombre croissant de demandes de la part des chercheurs pour travailler sur des projets en HTR. Donc, on a trois projets. Un sur le premier appel à projet et deux sur l'appel à projet actuel qui travaillent sur l'HTR. Donc, et à chaque fois dans des dynamiques assez différentes. Il y en a un qui travaille qui est porté par Shahan Vidal-Goren, qui travaille sur le fonds arménien, enfin le fonds du Laurier, c'est pas forcément tout le fonds arménien, mais en tout cas c'est un fonds en arménien, où là on est sur de la production de modèles de vérité terrain et d'alto, donc du produit de l'HTR. Et là, tout l'enjeu de ce projet est de pouvoir réintégrer les altos dans Gallica au même titre que on réinjecte les altos issus de l'OCR, donc de l'imprimé. Donc ça, ce serait un vrai défi technique. C'est un gros enjeu parce que ça ne pose pas les mêmes questions que pour l'OCR, donc la reconnaissance sur les imprimés. Ça pose des questions sur la reconnaissance plein texte. Enfin voilà, il y a plein d'enjeux techniques pour nous. Mais une fois qu'on a réussi à le faire pour ce fonds-là, bah, ça voudrait dire qu'on pourra peut-être potentiellement le faire pour d'autres fonds. Et l'autre gros projet qui s'appelle Acheter Romance, qui est porté par Thibaut Cléris et Alix Chaguet, là on est sur des choses complètement différentes. On est sur des gros modèles génériques euh, euh, à déposer, enfin voilà, à entraîner, qui seront ensuite déposés sur des plateformes libres d'accès et qu'on pourra réutiliser, enfin que tout à chacun pourra réutiliser pour les fine-tuner, c'est-à-dire les, les entraîner sur d'autres types de langues, ou d'autres types d'écriture plus exactement, parce que c'est des modèles qui sont plutôt pour le français et l'occitan. Et là, ça nous intéresse aussi parce que, évidemment, ça nous permettra d'en faire la présentation à d'autres projets qui potentiellement bah voilà, voudraient se frotter à l'HTR. Alors, très rapidement, parce que je vois que le temps file, surtout qu'en plus, je vous ai déjà largement parlé en fait de tout ça. C'est-à-dire que, effectivement, vous l'aurez compris, voilà, on est un service d'accompagnement de la recherche, mais on est aussi le laboratoire interne qui réfléchit donc à des questions et aux enjeux surtout bibliothéconomiques de la bibliothèque de demain. Donc, les grands enjeux, bah, c'est évidemment la fouille de texte et de données, mais c'est la reconnaissance automatique d'images aussi, pour lequel pour l'instant, dont j'ai pas vraiment parlé, pardon, mais qui est aussi un des gros projets en fait de la BNF. Comment transformer Gallica, qui est une bibliothèque numérique, en banque d'images. Voilà. Si vous cherchez à faire une recherche sur l'histoire du pantalon, et ben comment extraire toutes les images de pantalons, y compris quand elles sont au sein d'un article, d'un fascicule de presse qui, lui, n'est pas indexé comme ça. On a des gros enjeux autour de bah voilà, le catalogage des contenus massifs. Ça, je ne vais pas revenir sur les archives de l'Internet. L'OCR, j'en ai dit un mot, et puis bah, évidemment, voilà, les outils de fouille adaptés aux archives de l'Internet. Et donc tout ça, tous ces grands sujets-là sont traités, en tout cas au sein du BNF Data Lab, en co-construction avec les chercheurs. On a une feuille de route IA, puisque c'est un peu les grands enjeux du moment, hein. Je parlais des
des grands modèles LLM, voilà, des demandes de corpus massif de la part des chercheurs, bah, nous, effectivement, l'IA est quelque chose qu'on a intégré il y a déjà quelques temps à la BNF pour lequel on a cette feuille de route et qui permet d'isoler comme ça des grands chantiers sur lesquels on travaille. Donc, j'ai passé un peu de temps sur la reconnaissance automatique des écritures manuscrites, donc l'HTR et la recommandation personnalisée de contenu, c'est un autre grand chantier, mais plutôt en interne, la fouille d'images. Et puis, tout ce qui est indexation semi-automatique. Donc, c'est aussi des choses qui sont portées en interne, pas que au Data Lab et en lien avec les chercheurs, mais qui concernent plus l'établissement. Alors, cette diapo est un peu... voilà, mais c'est très bien que je l'ai mise parce que ça vous permet de voir effectivement quels sont les lieux identifiés au Data Lab. Et effectivement, bah, voilà, l'exemple d'une manifestation scientifique à droite qui est Gallicagram, en fait, la présentation de Gallicagram. Et une séance de travail collectif. Ça, c'est pour vous motiver à venir. Et puis surtout, bah voilà, les grands enjeux pour nous maintenant, euh, au BNF Data Lab, mais aussi en tant qu'un peu bah oui, laboratoire interne, c'est bah, de devenir un peu plus prescripteur en fait sur les grands enjeux bibliothéconomiques. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, on accueille des projets de recherche. Donc, bien évidemment, on est au service de la recherche qu'on nous amène. Là, ce qui serait intéressant de voir, c'est aussi comment, dans certaines conditions, basculer en tant que prescripteur sur des enjeux qui nous sont propres et d'amener des chercheurs peut-être au profil un peu différent, des chercheurs en informatique, des chercheurs en TAL, euh, des spécialistes de l'IA, pour justement répondre à ces grands enjeux. En termes de services, on aimerait aussi renforcer surtout l'aspect formation, c'est-à-dire qu'on aimerait mettre en place des cycles de formation autour des données de la BNF. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait mis en place, hein, mais bon, comme je le disais, on a 2 ans d'existence, donc il a fallu aussi qu'on mesure nos forces, hein, qu'on soit voilà, aussi capable de voir ce dont on était capable. Et puis, l'idée, c'est aussi de se positionner à une autre échelle. C'est-à-dire que là, ça rejoint un peu les deux points précédents. C'est-à-dire que en tant qu'institution publique, évidemment, on produit des outils, on va produire des jeux de données. Euh, on les valorise pour l'instant en interne ou à échelle nationale aussi grâce à Humanum, hein, où on fait des dépôts dans Nakala, on fait des dépôts aussi sur Datagouv. Mais on aimerait aussi voir à l'échelle européenne comment mieux valoriser les projets qu'on accueille, les jeux de données qu'on produit et les cas d'usage et et les jeux de données. Voilà, donc ça c'est pour les années à venir. Et je crois que j'en ai fini. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter et puis voilà, à nous poser toutes les questions qui pourraient vous venir. Merci beaucoup, Marie. Merci vraiment d'avoir aussi dédié le temps d'introduction à la mise en contexte de BNF Data Lab, parce que je pense que quand même, il y a besoin. Je rappelle que la vidéo, au-delà des participants au webinaire, sera retransmise sur YouTube. Donc, on essaie d'élargir aussi le message à un public plus large. Et je rappelle au public en salle virtuelle qu'ils peuvent poser des questions sur la partie Q&R du webinaire. Et entre-temps, il y a déjà une question de la part de Pierre-Yves Laborde, qui est l'adjointe au chef des services du service numérique de la recherche de l'INHA, qui demande si les Data Lab BNF répondent aussi à des demandes internes à la BNF. Euh, oui. Comment développer un peu? Alors, ça c'est pas. Oui, ça peut. Alors, le cas peut se présenter, par exemple, quand on a un département de collection qui coporte un projet, par exemple, avec des chercheurs. Donc là,
Ça peut être sur des services d'extraction, sur des services de transformation de format. On a, de façon interne à la BNF, un programme qui s'appelle le plan quadriennal de la recherche, dont est issu le Data Lab. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas, dans l'historique du Data Lab, je ne l'ai pas précisé, mais on a un plan quadriennal, donc, bah, qui, comme son nom l'indique, dure 4 ans. Et là, on peut être sollicité par les collègues pour justement, sur des projets qui touchent aux collections numériques ou qui ont un volet numérique de façon globale, être partenaire, mais vraiment en support. On n'est pas forcément nous prescripteurs, mais là, on intervient en service support auprès des collègues sur le plan quadriennal. Merci beaucoup. Et toujours au sujet des interactions avec la BNF, moi j'ai une question qui est intéressée en effet parce que il y a un projet qui est le projet Gallica Images dont vous Oui. avez d'une certaine façon parlé, c'est la fouille d'images dans Gallica pour l'extraction d'images à partir de documents de Gallica et l'INHA et les services numériques de la recherche sont partenaires de ces projets, donc pour faire de certaines des actions. Et je me demande si le BNF Data Lab jouera un rôle dans le cadre de ces projets, s'il y aura des interactions là aussi sur ça, parce que la dernière diapo que vous présentez sur la stratégie concernant l'IA, je pense que présente bien l'intention de la BNF de se pencher sur ce sujet. Oui, alors, je vais un peu botter en touche parce qu'en vérité, pour l'instant, alors il y a effectivement ce très grand projet, voilà, qui a été financé, effectivement, il y a plusieurs partenaires. On n'a pas, enfin, le Data Lab n'a pas été vraiment la prescripteur non plus. Je pense qu'on aura là encore une fonction support, c'est-à-dire d'accueil d'ateliers, de constitution de corpus, peut-être d'entraînement, d'installation, par exemple, aussi peut-être de prototypes sur cette fameuse infrastructure, hein, pour organiser des ateliers. Mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas, comme le projet est pas encore dans sa phase, j'ai un peu de difficulté à répondre. Ok, je voulais pas créer des difficultés. Oui, c'est vrai Ah que non, pas du le tout. Bah, projet vient de commencer. Il y a encore la phase de choix des prestataires qui vont développer les algorithmes. Donc, ça sera sûrement dans une deuxième phase. De toute façon, c'est un projet sur la longue durée qui se développera jusqu'en 2027, 2028. Donc, il y aura du temps. Et là, moi, j'ai une autre question qui m'intéresse beaucoup en tant que chef de service, donc dans le service un service numérique. Et quels sont les moyens que vous avez à disposition, les moyens, je parle de moyens humains, donc la composition du Data Lab, vous l'avez un peu évoqué, mais vous pouvez faire un résumé de ce qui bien sont les sûr. forces en jeu. Oui, oui, oui. Alors, bah, c'est une question qui est très intéressante parce que euh, c'est quelque chose qui est en construction. Alors, donc, on est effectivement le Data Lab, au départ, était un projet du plan quadriennal. Donc, il y a eu comme ça tout un rapport de recherche, un projet de recherche autour de la constitution, enfin de la mise en place de ce Data Lab, avec des préconisations et puis, mais pas forcément beaucoup de préconisations sur les ressources. Enfin, donc en vérité, au départ, il y a quelques années, quand je suis arrivée, il y avait un poste de coordination, qui est le poste que j'occupe, et qui était beaucoup porté par un département au sein de la direction des collections, qui est le département auquel j'appartiens. Et donc, il y avait un comité de pilotage avec un certain nombre d'acteurs. Et puis, l'applicatif était beaucoup porté par mon département et où, bah, j'étais un peu seule. Et puis, les choses prenant de l'ampleur, alors, il y a évidemment ce partenariat avec Humanum, hein, qui nous a permis d'avoir quand même un temps plein d'ingénieurs d'études. Ça, c'est vraiment pas négligeable. Et là, on se rend compte que vraiment, maintenant que les projets arrivent, qu'il y a des outils qui se développent, qu'il y a des jeux de données qui sont produits, qu'il y a des enjeux de valorisation, là vraiment le poste d'IGE prend tout son sens. Euh, Parce que pour l'instant, on n'en a pas. En fait, on est dans une période où on n'a pas, voilà, on est en recrutement d'IGE.
et on sent le manque. Et puis après, ça se construit. Donc c'est une coordination. Donc en fait, effectivement, il y a ce poste dédié qui est le mien. Et puis ensuite, on a une quarantaine de correspondants au sein des départements de la BNF, donc que ce soit les départements de collection, mais aussi les départements de service. Et puis à la délégation à la stratégie et à la recherche, le service juridique qui nous appuie beaucoup aussi. Euh, Évidemment, le DSI, qui est une composante importante. Enfin, donc, en fait, en vérité, il y avait ce poste un peu, voilà, très fléché, très dédié, qui s'appuie sur un réseau de correspondants qui sont plus ou moins mobilisés. Il y a des correspondants qu'on mobilise beaucoup, d'autres moins. Et puis, effectivement, quand on a voulu mettre un peu l'accent sur les manifestations scientifiques, on s'est rendu assez vite compte que c'était des éléments très importants, en fait, pour fédérer ou commencer d'amorcer une communauté. Il y a eu un recrutement, en fait, un poste qui a été plus fléché Data Lab et où maintenant on est vraiment deux. Donc il y a moi et ma collègue Louise-Anne Charles euh, qui gèrent plus effectivement ce qui est accompagnement des chercheurs et manifestations scientifiques enfin, dans leur organisation. Et puis, on a après des éléments un peu comme ça satellitaires, c'est-à-dire que la diapo que j'ai présentée sur l'IA, elle est en fait portée par une cellule interne à la BNF. Ils sont assez peu nombreux, hein. Ils sont trois, mais c'est la cellule IA, euh, et avec qui on interagit très régulièrement. Donc en vérité, il y a effectivement ce poste de coordination, tout ce qui est service aux chercheurs, fonction support, c'est assumé par le Data Lab. Donc moi, ma collègue qui s'appuie sur un réseau, et ensuite, dès qu'on passe le côté plutôt R&D, là, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas forcément reliés au Data Lab. Et tout ça est un peu en construction. On se rend compte que donc on a 2 ans d'existence. Là, les bases commencent à être un peu plus solides, mais on était aussi dans de l'expérimentation hein, de mise en place. Merci beaucoup, parce que oui, c'est vraiment toujours très intéressant de parler des moyens, voir comment le numérique se développe au sein des grandes institutions. C'est louable ce que vous faites avec des moyens quand même assez réduits d'un point de vue de la masse de, des personnes qui travaillent. Nous avons une question de la part du public, c'est Raphaël Yokota qui vous remercie pour les informations. Et vous avez évoqué la question des fonds iconographiques avec l'exemple d'une recherche hypothétique sur l'histoire du pantalon. Les BNF Data Lab travaillait-il sur les fonds audiovisuels? Ah, quelle belle question. Alors, euh, auquel j'aurais pas de réponse tout à fait tranchée. C'est-à-dire que on a, alors pour l'instant, en tant que d'accueil de projet, on n'a pas eu l'occasion de travailler sur les fonds audiovisuels. On a eu un projet sur les jeux vidéo, mais qui finalement, enfin, mais qui n'a pas nécessité en fait de vraiment creuser, par exemple, comment on extrait des archives audiovisuelles, comment on les traite, quel type d'outils on doit installer sur les machines virtuelles pour faire de la fouille sur ces collections. Donc, en conséquence, en vérité, on est assez peu avancé en termes de services autour de ces collections. Ce qui est tout à fait dommage parce qu'il y a effectivement des fonds extraordinaires. Enfin, moi, j'ai échangé encore avec un collègue de... Alors, le département s'appelle SVM, son vidéo multimédia, qui m'expliquait qu'en fait, à la BNF, on a le fonds d'archives documentaires, de vidéos documentaires, pardon, le plus important d'Europe, je crois. Enfin, donc, il y a vraiment quelque chose un trésor là qui dort un peu. Et donc, on serait vraiment ravis d'accueillir un projet autour de ces archives-là parce que ça nous forcerait justement à voir comment on peut les traiter et comment on peut avoir des vrais services autour de ces archives. Alors, en même temps, c'est ce que je dis est à moitié vrai parce qu'on a un datathon autour des archives de la parole, donc qui est un fonds très spécifique de la BNF. Et c'est un datathon qui a lieu en novembre
j'ai peur de dire une bêtise, je crois autour du 7 novembre. Et on accueille en fait le département, une équipe de recherche et un laboratoire. Alors évidemment, maintenant qu'on s'est un peu séparés, on s'est un peu réparti les rôles, ce serait plutôt ma collègue Louise-Anne Charles. J'ai un peu honte, hein. Mais on a une lettre d'information et je pense qu'il doit y avoir un billet sur le blog hypothèse de la BNF. Mais si l'information intéresse la personne en ligne, on refera une lettre d'info, tiens, voilà, pour préciser un peu les choses. Merci beaucoup, Marie. Aucune honte. On ne peut pas tout garder en tête. C'est tout à fait normal. Il y a une autre question. Vous avez évoqué les datatons. Je pense que ça tombe bien comme question. Je la reprends. Et donc, c'est encore une fois Pierre-Yves Laborde qui pose la question. Il dit, les Media Lab de Sciences Po a toujours développé une recherche prospective sur la data visualisation. Ne pensez-vous pas que pour visualiser les big data du web, ce ne pourrait pas être une piste exploratoire en plus de la fourniture des données ou leur accès facilité? Et mais si. Et justement, on travaille avec le Media Lab de Sciences Po. Alors, l'un des premiers datatons justement qu'on a organisé au Data Lab était avec le Media Lab de Sciences Po. C'était pour tester justement un outil qu'ils avaient développé qui s'appelle Hive, qui est donc pour une cartographie du web vivant. Et on se posait la question de sa transposition au web archivé, voilà, qui se comporte de façon tout à fait différente. Les résultats étaient assez intéressants. Là encore, il faudrait que ce soit mes collègues des archives du web qui seraient bien plus qualifiés que moi pour en parler, mais on est dans une logique, alors surtout pour ce qui concerne, enfin, n'importe quel type de collection, mais c'est peut-être pas d'autant plus vrai, mais dans une logique de partenariat autour de ces collections. Parce que justement, effectivement, on a besoin un peu de toutes les communautés. Donc là, je ne sais plus exactement quelle était la question, mais sur la data visualisation, alors pareil, on a un événement là prochainement sur les 20 ans du web électoral et où je crois que justement le Media Lab intervient et où il y aura aussi des ateliers autour de cette question-là. Très bien, merci beaucoup. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie Q&A. Et là, j'ai une question qui me turlupine un peu depuis un certain moment, n'est pas strictement liée au BNF Data Lab, mais je pense que c'est une émergence qu'on arrive à voir désormais. Est-ce que il y a, vous voyez de plus en plus l'émergence et les besoins d'une figure du conservateur ou de la conservatrice du patrimoine numérique, ce qui aujourd'hui n'est pas prévu dans notre ministère. Oui, 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 c'est une espèce qui n'existe pas encore. Euh, c'est vrai que moi, alors, on me pose souvent la question de la formation, en fait, de quel type de formation, quel type de compétences, et effectivement, on ne peut pas nier que ce sont des compétences particulières. On ne transformera pas comment dire, des conservateurs qui ont quand même pour rôle effectivement l'archivage, la valorisation, etc., en développeurs. C'est pas le but. En revanche, effectivement, ça demande plus qu'une acculturation, hein. Donc, oui, je pense que, et d'ailleurs, souvent, les collègues avec qui je travaille et qui sont donc conservateurs ou à la enfin, dans des institutions culturelles ou patrimoniales et qui ont des postes comme ça, composantes techniques, sortent souvent des masters type TNAH, humanité numérique, donc qui ne sont pas. Alors, après, il y a des parcours très différents, mais a priori, qui ne sont pas destinés à devenir développeurs et à construire des systèmes comme ça from scratch, quoi, mais qui sont plutôt en capacité de comprendre des interlocuteurs techniques, voire
eux-mêmes de développer des petites briques comme ça à insérer dans des systèmes déjà existants. Et je disais qu'effectivement, nous, on a ce manque aussi de profils type IGE, IGR. Et qu'en fait, d'avoir ce mix entre voilà, un profil conservateur où il y a une connaissance des collections, où il y a la maîtrise d'un savoir aussi, hein, enfin, tout le savoir bibliothéconomique, doublé de compétences techniques comme ça qui permettent et la maîtrise de ces nouvelles collections, de ces nouveaux formats, etc., et l'accompagnement des chercheurs, ce serait effectivement assez bénéfique. Et ça ferait beaucoup moins peur aux collègues parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, il y a un peu une césure qui s'opère, qui est parfois un peu... euh, enfin, qui n'aurait sans doute pas lieu d'être parce que finalement, on parle toujours de collection, on parle de source. Une source reste une source. Après, comment on la manipule, comment on la catalogue, ça. Donc, c'est plus effectivement une évolution des savoir-faire professionnels qu'il faudrait, sur lequel il faudrait peut-être accentuer effectivement la formation, mais j'espère qu'il n'y a personne de l'ENSIB dans la salle. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, encore, Raphaël Yokota pose une question pratique qui, je pense, pourrait être bénéfique pour tout le monde. Pour faire suite à sa question sur le fond audiovisuel, à qui faudrait-il envoyer un mail dans votre équipe? Donc, ça peut être une information utile pour aider aussi ceux qui verront cette vidéo pour savoir à qui il faut s'adresser pour vous contacter. Eh ben, datalab@bnf.fr. C'est vraiment la porte d'entrée. C'est pas une boîte générique où vous trouverez personne derrière. On est vraiment, on est trois, y avoir accès. On se relaie, on essaye de répondre dans des temps raisonnables. Donc, quand on a les temps raisonnables, ce qu'on appelle nous, c'est dans la semaine, quoi. On essaye de pas laisser passer plus de 3, 4 jours ouvrés. Et ça peut être soit pour soumettre un projet de recherche. Et donc une demande de service, ça peut être des demandes de renseignement. Et en tout cas, s'il y a un projet autour de l'audiovisuel, on sera... alors on accueille évidemment tous les projets, mais c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup travailler avec des chercheurs sur l'audiovisuel, donc n'hésitez pas. Encore une fois, merci pour cette réponse. S'il n'y a pas d'autres questions de la part de la salle, je relance pour que vous puissiez poser vos questions sur l'outil. Donc, mais oui, il y en a une. C'est encore une fois Pierre-Yves Laborde qui pose la question. Est-ce que le Data Lab accueille des manifestations de partenaires? Oui, tout à fait. Alors, il y a une typologie assez vaste en fait des manifestations scientifiques qu'on accueille. Ça peut aller de la formation. Par exemple, je parlais de formation HTR. Là, c'est pas nous qui étions porteurs ou même, enfin, si, on organisait la formation, mais c'était Thibaut Cléris qui a proposé 4 cycles de formation autour de l'HTR. Donc, c'était lui, enfin, c'est lui le formateur, c'est lui qui nous, on a en charge la communication et l'organisation logistique, mais ça, voilà, donc c'est un exemple. Après, sur des manifestations plus... on a beaucoup de présentations d'outils, de présentations de projets de recherche. Donc là, pareil, la boîte Data Lab est là pour ça. S'il y a des propositions, des idées voilà, ou des envies d'organiser des manifestations scientifiques. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que on a donc une salle de formation qui peut contenir qui a 12 postes. Donc bah voilà, on est limité aussi par l'espace. Et l'espace de présentation qui est en mezzanine de la salle X en espace recherche voilà, peut contenir vraiment maximum une trentaine de personnes. Donc ça, voilà. Après, selon l'ampleur de la manifestation, il faut qu'on trouve d'autres salles, mais c'est quelque chose au contraire, qu'on a envie d'encourager parce qu'on n'est pas là sur les 2 premières années, on était, c'est nous qui les organisions et c'était bien évidemment un peu dans un cercle
pas un cercle de connaissances, mais forcément, quand on imaginait des manifestations, c'était en lien avec les projets qu'on accueillait ou les gens qu'on croisait en séminaire ou en colloque. Donc là, l'idée, c'est quand même qu'on élargisse et qu'au contraire, s'il y a des suggestions, des propositions, on est tout à fait ravis de les accueillir et de co-construire quelque chose. Donc, je vois moi aussi que le temps file, donc il faut clôturer cette belle séance. Merci Marie-Carlin de votre présentation et des réponses à toutes questions du public. Et merci à vous toutes et tous pour votre présence et votre participation. Je vous rappelle que la prochaine séance du séminaire de lundi numérique aura lieu lundi 13 novembre 2023. Il y aura la présentation d'un nouvel outil mutualisé de la bibliothèque Kandinsky et les archives du Centre Pompidou. Donc, merci beaucoup et à bientôt au lundi numérique. Au Merci à revoir, vous. Marie. Au Au revoir. revoir.